avez suivi sur France 24 l'actualité internationale ces 7 derniers jours, mais qu'en ont pensé nos éditorialistes? À mes côtés pour en parler cette semaine, Sarah Daniel, grand reporter à l'Obs, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Sarah Daniel, responsable des pages internationales de l'Obs. Également avec nous Alain de Chalvron de France Télévisions, Gauthier Ribinski, éditorialiste politique international ici à France 24, et puis Nicolas Vado, dessinateur pour les journaux belges Le Vif, L'Express et l'Echo, et membre de Cartooning for Peace. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et cette semaine, l'Algérie a donc tourné la page Bouteflika, poussée à la démission par la rue et l'armée. Demi-victoire pour les manifestants qui n'entendent pas arrêter leur mouvement au milieu du gué. C'est tout un système qu'ils veulent voir dégager, comme ils disent. Leur dernière victime en date, Atman Tartag, le chef des services de renseignement, serait parti, si l'on en croit la presse algérienne. Ce proche de Bouteflika viendrait donc d'être relevé de ses fonctions. Simple purge au sein du régime, Sarah Daniel, ou bien révolution en marche? Il y a une volonté de la part de la rue qui est très manifeste de se débarrasser du régime. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'armée va accepter de se saborder? La réponse est, je pense, assez manifestement non. Alors, il y aura, je pense, un accord. Il y avait une belle expression, je parlais avec Benjamin Stora ce matin, et il disait, en fait, l'armée chevauche le mouvement populaire. Et donc, il y a une espèce d'appréciation mutuelle de savoir jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Mais de toute façon, comme toujours en Algérie, l'armée est là, qui veille, qui encadre et qui garde le mouvement. Je ne pense pas qu'il veuille vraiment faire un coup d'État et prendre le lead sur le mouvement, mais est-ce que, surtout la question va être de savoir si de ce dégagisme va pouvoir émerger un leader. Donc on a vu cet avocat très, très, très sympathique et qui est très, très charismatique, mais enfin lui-même n'est pas très jeune, Bouchachi. Donc voilà, maintenant il va falloir transformer ce magnifique mouvement populaire et faire que l'armée reste à sa place. Qui est derrière qui tire les ficelles? Qui est à la manœuvre aujourd'hui, Alain de Chalvron, derrière ces démissions? Alors là, on sera à la deuxième, mais on attend, en tout cas, c'est ce que réclament ceux qui manifestent aujourd'hui, la démission du Premier ministre, du président du Conseil constitutionnel, du président du Conseil de la Nation, qui est d'ailleurs destiné à devenir président par intérim, autant d'hommes mis en place finalement par Abdelaziz Bouteflika. Alors, qui décide finalement? Alors, sur la démission, sur la chute du régime, pourrait-on dire, enfin la chute en tout cas de Bouteflika, je crois que le rôle de l'armée est évident là-dessus, il n'y a pas beaucoup de controverses. L'armée, pour le moment, reste un peu en retrait, fait jouer la Constitution. Alors, cette Constitution algérienne, comme toutes les constitutions, elle a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais enfin, disons que le chapitre transition, qui est d'ailleurs à peu près calqué sur la Constitution française, pourrait fonctionner si l'Algérie avait une vie politique normale, c'est-à-dire s'il y avait des partis politiques entre les élections qui préparent l'avenir, qui font surgir des gens. Or, c'est pas le cas. Voilà, on est aujourd'hui dans une situation en Algérie où on a cette jeunesse dans la rue, c'est 50-60% de la population. On a les vieillards kakoshim du régime qui ont tous 80 ans ou presque, y compris le chef de l'armée d'ailleurs, qui a 82 ans quand même. Où est-ce que vous avez une armée dont le chef a 82 ans pour aller crapahuter dans les OS, hein? Enfin, faut voir ça. Et au milieu, c'est-à-dire vous avez un trou de génération, disons les gens de 40 à 60 ans, 60, même plus, 70 ans, n'existent pas. Alors cet avocat qui est la personne dont on parle, il a quand même 65 ans. Alors par rapport... Il est né en 54, Bouchachi. Oui, il est né en 54, donc il a effectivement 65 ans. Oui. Alors par rapport au vieillard qui dirige le pays, effectivement, il paraît jeune. Enfin, c'est pas un perdant de l'année non plus, quoi. Gauthier, en même temps, il n'est pas en chaise roulante et il s'exprime. Voilà, à la limite, le jeunisme. Enfin, vous voyez si. Non, mais je crois que la jeunesse, elle voudrait des gens plus jeunes, des gens qui représentent vraiment sa génération, des quaternaires, quoi, disons, des gens qui ont vraiment évolué en dehors de ce régime, qui sont neufs, des gens neufs. Alors 3 mois, hein, la Constitution prévoit 3 mois. Oui. Pourquoi pas? Peut-être qu'en 3 mois peuvent émerger des gens. On a bien vu ça avec Macron ici, enfin, ça a pris un peu plus de 3 mois. Berlusconi, par exemple. Moi, j'étais en Italie en 1994. Berlusconi s'est fait élire en 1 mois. Forza Italia n'existait pas avant. Donc ça peut exister. Il y a les mouvements 5 étoiles, Podemos et tout ça qui sont nés. Alors peut-être en Algérie aussi. Berlusconi était l'homme le plus riche d'Italie à l'époque. Alors est-ce qu'on peut trouver une analogie en Algérie? Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs? Pas forcément. Il faudrait regarder peut-être du côté de ceux qui détiennent les clés de l'énergie et du gaz. Gauthier,
On a l'impression quand même d'une manque de synchronisation entre d'un côté un régime qui lâche au compte-gouttes finalement des signes et de l'autre côté une population qui manifeste toujours aussi nombreuse et qui témoigne son impatience pour l'instant dans le calme de manière pacifique. On le répète tous les vendredis, mais enfin il y a bien un moment où la cocotte minute, on ne le souhaite pas bien sûr, mais elle risque de déborder. Oui, je vais reprendre l'expression dont vous avez fait usage, le mouvement, l'armée chevauche le mouvement. Je dirais même que l'armée, et c'est ça qui va répondre à la question de Raphaël, l'armée est un petit peu même en deçà, c'est-à-dire qu'elle est sur la croupe du cheval et non plus dans la selle. Et elle use de formules comme nous allons vous protéger. Alors, c'est intéressant parce que la rue algérienne est toujours persuadée que l'armée est une émanation du peuple, mais pas quand il s'agit du fameux vieillard ou du Gaïd Salah qui dit « je vais vous protéger ». Ça, elle n'en veut plus, la population. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui est important justement pour éviter qu'il y ait un scénario à l'égyptienne? Parce que tout le monde dit non, ce n'est pas possible. Mais avec une confiscation, un hold-up de la révolution, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'effectivement, il y ait des leaders et des figures politiques qui émergent au sein du mouvement. Et ça n'est pas gagné parce que ce mouvement a gagné son crédit avec ça jusqu'à présent. C'est-à-dire, il n'y avait pas de tête sur laquelle le pouvoir de Bouteflika puisse fondre et discréditer l'ensemble du mouvement. Là, il va falloir que certains sortent, ne serait-ce que pour que cette transition ne soit pas justement le théâtre d'une vaste magouille et de confiscation avec justement, de toute manière, on sait bien qu'avec des élections, on verra des anciens caciques qui essaieront de se reconvertir, qui essaieront de se laver et qui rentreront par là. Alors déjà, ça c'est compliqué, mais si d'ordinaire ou d'aventure, la période de transition était marquée par un certain nombre de décrets, de lois qui visent à restreindre telle ou telle marge de manœuvre ou liberté, à ce moment-là, il faudrait effectivement qu'il y ait quelqu'un qui soit, ou plusieurs, qui soient là pour monter au fond et dire non, ça, on ne veut pas, on n'acquiesce pas. Mais l'armée, le mouvement ne demande pas vraiment, dans ces termes, le fait que l'armée se mette de côté. Ouais. Ils sont encore très prudents et je pense qu'ils ont été vaccinés par les terribles années noires, la décennie noire. Et donc on voit vraiment qu'ils s'autorégulent. Pour l'instant, il n'y a pas de C'est contestation. plutôt souhaitable quand on sait le poids politique que représente l'Algérie dans une région troublée. On pense évidemment au Mali. Oui, au Mali ou maintenant même à la Libye, puisqu'il y a encore des soubresauts, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, je crois que l'armée va rester un petit peu en deçà et n'interviendra que si vraiment ça se déroule mal, quoi. Si ça devient violent, si ça devient incontrôlé. Mais je me trompe peut-être, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas, cette fois-ci, intervenir directement. Nicolas Vado, les dessinateurs de presse sur l'Algérie. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. J'aime bien ce dessin de Damien Inglé qui vit en Afrique, qui vit au Burkina et qui montre la transition. Donc on voit quand même bien Bouteflika qui est une sorte de zombie derrière. Et la jeunesse, ce qui me semble, c'est quoi? C'est 60% de la population algérienne qui a moins de 25 ans. Il y a différentes statistiques, effectivement, de 40 à 60. Et donc, ce qui est très, très bien fait dans ce dessin, c'est qu'on voit que la jeunesse est en marche justement pour aller vers un demain qui sera plus beau, mais il y a le aujourd'hui à gérer. Et vous voyez que le aujourd'hui, ça peut se terminer au fond du précipice. Donc, je trouve que c'est très bien parce qu'il insiste vraiment sur la jeunesse qui peut être l'avenir de ce pays. Il y a ce dessin de Goutal, qui est un Français que j'aime beaucoup, où on voit une page se tourne, une autre s'écrit. Évidemment, le détail qui est là, c'est celui-ci. Donc, il pense que peut-être que l'armée pourrait reprendre le contrôle et de manière un peu violente, parce qu'il faut quand même noter qu'il n'y a pas eu de violence pour l'instant, ce qui est quand même une très bonne chose. Et puis, il y a deux dessins qui font une transition entre ce qui se passe en Algérie est quelque chose beaucoup plus près de chez nous, c'est-à-dire le Brexit dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est Pierre Kroll en Belgique qui montre Bouteflika dehors, c'est fait. Attendez, j'ai encore jusqu'au 12, rien n'est fait pour Theresa May. Et Balouet, qui lui vit en Algérie, a fait le même rapport entre Theresa May et Bouteflika. Donc elle lui prend sa chaise roulante. Si ça finit comme lui, elle est mal barrée. Ça bouge, en tout cas, vous venez de le dire à l'instant, Alain de Chalvon, en Libye, après des années de conflits larvés entre l'Est et l'Ouest. Le maréchal Haftar mène une offensive surprise en direction de la capitale Tripoli. Ses forces réunies au sein de l'armée nationale libyenne seraient parvenues à une trentaine de kilomètres. Écoutez-le. Tripoli, c'est à toi que je m'adresse, mais aussi à tous les valeureux combattants. Il est l'heure de lancer l'assaut. Avancez comme vous avez l'habitude de le faire, d'un pas sûr et par la grâce de Dieu. Rendez-vous à Tripoli en paix, vers tous ceux qui veulent la paix.
Offensive d'autant plus inattendue qu'elle survient en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. À New York, le Conseil de sécurité, lui, se réunit en urgence. Objectif, préserver l'équilibre qui prévalait jusque-là avec les forces du Premier ministre, reconnu, lui, par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj. Gauthier, qu'est-ce qui pousse subitement Khalifa Haftar à rompre le statu quo ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est vrai que c'est une question difficile. Il y a d'abord, est-ce que ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la situation en Algérie, focalise suffisamment l'attention pour que Khalifa Haftar puisse se dire il y a moyen d'agir pendant ce temps-là, d'agir sachant que lui, Haftar, son talent, c'est d'avoir donné tous les gages à tous ceux qui peuvent ou qui veulent l'entendre. Les gages, par exemple, à la Russie, c'est de dire si vous m'aidez, moi je vous utiliserai pour avoir des contrats, notamment sur les armes. On sait que la fameuse société Wagner est en liaison avec Haftar pour justement, en se disant le marché libyen est particulièrement juteux. Ce sont des mercenaires, pour résumer. Mais quand vous savez que Wagner est proche de Poutine, cela explique cela. Ceci explique cela avec la France, à qui Haftar a fait la promesse de verrouiller les passes qui vont de Libye vers le Mali ou vers le Niger. Tout ça, c'est important. Est-ce que Haftar se dit « je peux passer en force » avec finalement la complicité ou la bienveillance tacite des autres puissances. Avec des parrains, comme dit-on, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, en profitant de cette période. C'est possible. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Haftar, son armée n'est sans doute pas aussi opérationnelle qu'on veut bien le dire, et qu'en ce moment, ce à quoi il aspire, c'est d'arriver à aspirer précisément des milices de Tripoli, les retourner pour que Tripoli ensuite puisse tomber sans que lui n'ait trop de puissance à développer et à afficher. C'est peut-être là qu'il y a une marge de manœuvre. Il n'est pas certain qu'il ait envie d'engloutir, enfin en tout cas qu'il se sente capable d'engloutir Tripoli tout de suite. On a longtemps hésité, la communauté internationale, comme on dit communément, et notamment la France, a longtemps hésité entre le soutien officiel aux autorités dites légitimes de Tripoli et puis la réelle politique, c'est-à-dire reconnaître la puissance du général Haftar et finalement aussi des intérêts communs dans la lutte contre les djihadistes. Il faut faire un choix aujourd'hui, Alain de Chalmont. Je crois que le choix a été fait déjà de la part des Français. C'est effectivement un soutien au général Haftar depuis longtemps, pour les raisons que disait M. Rybinski, c'est-à-dire qu'en échange de ça, il a promis de protéger la frontière sud de la Libye, c'est-à-dire vers le Tchad, le Niger et le Mali. Voilà, donc du côté des Français. Mais il faut bien noter qu'à l'intérieur des alliés occidentaux, il y a des pays qui ont fait le choix inverse, et en particulier l'ancienne puissance coloniale, l'Italie. C'est un des sujets d'ailleurs de divergence entre les deux pays. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Pourquoi, vous dites pourquoi maintenant ? Je pense que les échéances diplomatiques à venir ont peut-être pressé le général Haftar d'intervenir avant et pouvoir faire entériner une sorte de victoire militaire qu'il pourrait remporter à Tripoli par la communauté internationale. Voilà. Est-ce qu'il va remporter une victoire ? Il semble que du côté de Tripoli, il y a Tripoli et il y a Misrata. Ce sont deux villes de la Tripolitaine. À Tripoli, j'ai l'impression que les forces armées donc du Premier ministre ne sont pas prêtes à affronter véritablement. Vous disiez excusez-moi, que c'était inattendu. Il a toujours dit qu'il irait. Et quelque part, il est en train de prendre le prix de sa victoire. Il faut quand même voir la pacification. Moi, j'étais à Benghazi il y a quelques années. Il faut voir l'état de déliquescence, les milices qui étaient là, les marchés aux armes. Enfin, c'était une ville coupe-gorge où sévissaient tous les extrémismes. Et donc, il a quand même réussi à pacifier cette ville. Il est plus fort militairement, malgré tout. Et puis, il y a eu la communauté internationale qui, pour des raisons un peu étranges, ont adoubé cet autre C'était leader. Ça l'anomalie, finalement, d'adouber Sarraj ? Regardez, mais ça a même divisé la France, parce qu'à un moment, il y avait le Quai d'Orsay qui était en train de soutenir Sarraj, et justement, et le ministère de la Défense qui était sans doute plus réaliste. Mais c'était peut-être difficile aussi de se mettre derrière le Parlement, de reconnaître comme autorité officielle le Parlement de Tobrouk et non pas celui de la capitale Tripoli, non ? Certes, mais enfin, c'était quand même finalement adouber quelqu'un de fragile militairement et dont même ses soutiens de milices sont
sont divisés, il y en a qui rejoignent maintenant Haftar. Voilà, de toute façon, cet état de diarchie, elle existe depuis 2011, depuis le début donc c'est tout ça porté en germe, ce qui est en train d'arriver en ce moment. Si on vous entend, l'histoire est écrite avec le potentiel de déstabilisation sur les États voisins. On pense au Tchad notamment, qui dernièrement a dû faire intervenir l'armée française pour détruire une colonne de rebelles qui, chassés semble-t-il du sud libyen, se dirigeait vers la présidence N'Djamena. Si vous voulez dire, Raphaël, que l'histoire est écrite, ça veut dire que donc Haftar va gagner la bataille de Tripoli. Ça, je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire. Alors c'est vrai que les forces fidèles au Premier ministre semblent hésitantes. Enfin, je crois que l'aviation a refusé d'aller bombarder les forces du général, une brigade d'élite aussi. Mais en revanche, Misrata, qui est à l'est de Tripoli, à une centaine de kilomètres ou 150 kilomètres, eux ont l'air de vouloir au contraire l'affrontement. Alors, mais les forces de Zenten, qui étaient donc féodées à Sarraj, sont en train de se diviser là. Donc on ne sait pas, bien sûr, et puis jusqu'où la communauté internationale va laisser faire. En tout cas, sur le terrain, la Haftar a quand même une longueur d'avance. Alors c'est tout à fait vrai ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est que la Libye, depuis le printemps libyen et la chute de Kadhafi, vit dans une situation d'anarchie, de violence, avec des multiples milices. Et Haftar apparaît comme un homme d'ordre. Alors c'est sans doute un nouveau Sisi, probablement, c'est pas un grand démocrate, mais... Voir un nouveau Kadhafi, non? Oui. Peut-être un nouveau Kadhafi. Parce qu'au fond, l'histoire tient un peu de choses quand on se souvient que Haftar a rompu avec Kadhafi tout simplement parce que dans les années 83-84, c'est-à-dire dans l'affrontement entre la Libye d'un côté, son homme Lijgoku Niwedei et Hissène Habré, eh bien un jour, Haftar s'est retrouvé prisonnier et que Kadhafi l'a lâché en disant « ce type-là, je ne le connais pas, il n'est pas à moi ». Et c'est de là que date la fureur, la haine de Haftar envers Kadhafi. En tout cas, Kadhafi, les dessinateurs de presse s'en inspirent pour parler de la Libye. Je vais vous montrer un dessin sur la Libye de Joop Bertrams, qui est un dessinateur néerlandais que j'aime beaucoup parce qu'on voit, on reconnaît Kadhafi quasiment en ombre chinoise, si j'ose dire, derrière, avec tous les gens qui essaient de prendre sa place. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le détail qu'il y a, c'est les drapeaux. Vous avez beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'affaire libyenne. On ne peut pas citer tous les drapeaux, mais il y a beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce portrait qui en dit long, en fait, sur le fait que la Libye manque d'un visage de leader, en fait. Même s'il y en a plusieurs derrière, il n'y en a pas un qui a pris le dessus sur les autres. Merci beaucoup. On va poursuivre dans un instant, une semaine dans le monde, juste après une courte pause. On se retrouve dans moins de 3 minutes maintenant. Sept jours d'actualité internationale vue par nos éditorialistes. C'est une semaine dans le monde avec aujourd'hui à mes côtés Sarah Daniel, grand reporter à l'Obs, Alain de Chalvron de France Télévisions, Gauthier Ribinski de France 24 et Nicolas Vado, dessinateur pour les journaux belges Le Vif, l'Express et l'Écho, et puis membre bien sûr de Cartooning for Peace. On est donc toujours tous les quatre bien sûr ensemble, et 5 même, sur l'actualité internationale. Et cette semaine, eh bien, Recep Tayyip Erdogan a essuyé sa première défaite électorale en 16 ans de pouvoir en Turquie. En perdant les municipalités d'Istanbul et Ankara, l'AKP, son parti, recule, même s'il reste la première formation politique du pays, de quoi en tout cas alimenter la méfiance du leader turc envers ceux qui sont devenus précisément ses têtes de Turcs, les États-Unis et l'Union européenne. C'est à eux que ce message est adressé. Écoutez. Et maintenant, ils se mêlent des affaires internes de la Turquie. Ils doivent savoir que la Turquie n'est pas n'importe quel pays. Chacun doit savoir quelle place il occupe. Il avait donné l'impression, Alain de Chalvron, c'était dimanche soir, d'accepter le verdict des urnes. Pour une première fois, il avait fait profil bas, Recep Tayyip Erdogan, en disant qu'il allait tirer les enseignements de la défaite. Et puis non, décidément, ça doit être plus fort que lui, puisque son parti dépose des recours dans quasiment toutes les grandes villes qu'il a perdues. Oui, alors il faut croire qu'il a été aussi surpris que nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je n'imaginais pas du tout qu'il puisse perdre dans les deux plus grandes villes du pays, Ankara et Istanbul. Et j'ai l'impression que lui non plus. Et donc, la première réaction était, bon, ben oui, c'est comme ça. Et puis finalement... mais c'est plutôt une bonne nouvelle, disons quand même. Ça veut dire qu'il y a un fond démocratique en Turquie qui, malgré la tentative de coup d'État et la reprise en main du pays, subsiste. Sarah Daniel, oui. Oui, on pense que de toute façon, toute une partie du pays est en deuil d'avoir Erdogan à sa tête. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que quand même, on voit ce leader, cet autocrate qui met
tout le monde en prison. Je veux dire, les prisons sont pleines. Les hommes politiques, je ne sais pas combien, il y a plus de 100 maires qui sont en prison. Le parti kurde a été éradiqué. HDP, oui. Et malgré tout, je pense qu'il était tellement persuadé qu'il allait remporter les élections à Istanbul qu'il n'avait pas pris la peine, en fait, de bourrer les urnes. Quoi. C'est ça, c'est fascinant, en fait. C'est une défaite par négligence ? Mais je ne sais pas, mais ce paradoxe est quand même étonnant. Et là, en effet, et puis c'est très savoureux de voir que c'est maintenant lui qui appelle à la fraude et qui demande. Mais voilà, il faut voir jusqu'où il va accepter parce que c'était sa ville quand même, notamment Istanbul. Istanbul, son tremplin politique. Son tremplin politique, c'est là où il fait les grands travaux, il y a les mosquées, enfin c'est assez étonnant. Oui, c'est vrai, Gauthier, c'est savoureux. Hein. L'AKP qui dépose des recours auprès des autorités électorales en dénonçant des irrégularités flagrantes, c'est surprenant de la part d'un parti qui concentre le pouvoir depuis si longtemps. Oui. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire aussi que l'AKP n'est plus ce qu'il a été, c'est-à-dire que Erdogan lui-même s'est employé à étêter, à écréter un certain nombre d'anfractuosités ou de personnalités de l'AKP, et qui se retrouve seul aujourd'hui, d'une certaine manière, sans force réelle en termes de personnalité. Là où aussi il y a un enseignement qui est plutôt réjouissant, et je rejoins Alain de Chalvron, c'est qu'il y a eu des déplacements de voix, notamment à l'intérieur de l'extrême droite. Et que le MHP, donc, qui est le parti ultranationaliste, a perdu... Auquel s'est allié l'AKP. Auquel est allié l'AKP, exactement. Le MHP a perdu des voix. Et a perdu des voix au profit, alors ça c'est moins réjouissant, au profit de l'II, qui est un parti ultranationaliste, mais dirigé par Meral Akşener, qui est une femme tout à fait dans l'esprit, on va dire, plutôt kémaliste, et qui se retrouve forcément en porte-à-faux avec l'AKP. Alors ce sont ces déplacements qui ont provoqué, on dit bien sûr qu'il y a les résultats économiques, le chômage, l'inflation, mais il y a aussi quelque chose qui relève de cette association avec l'extrême droite et qui est en train de bouger et qui a permis, notamment à Istanbul, la défaite de l'ex-premier ministre Yildirim, qui avait été persuadé qu'il avait gagné, l'a affirmé plusieurs fois, et puis ensuite il est rentré dans sa boîte. Alors une défaite à relativiser tout de même, parce que d'abord l'AKP, on le répète, reste la première formation du pays, frôle la majorité absolue même avec le MHP. Elle était à 44% et en 2014 elle était à 42%. Et oui, et allié au MHP, on est presque à 50% des voix, et qu'il n'y a pas surtout d'élections dans les 4 prochaines années. C'est dire qu'Erdogan est là pour encore longtemps, qu'on aurait tort de l'enterrer trop vite. Oui, certainement, oui, on aurait tort de l'enterrer trop vite. Et une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein. Ces victoires, quand même, qu'il faut limiter à des villes. C'est une élection municipale, c'est pas une élection nationale, ne signifie pas qu'Erdogan est sur une pente descendante mortelle. Je ne pense pas. En tout cas, vous le dites, il n'y aura pas d'élection d'ici 4 ans, donc il en a encore. C'est même très effrayant, parce que quand vous pensez qu'il dit qu'il va tirer les leçons de ces élections, je pense pas que c'est les leçons qu'on attend. C'est-à-dire que ça va aller dans un sens à des incarcérations, l'hyper-présidentialisation encore plus, les changements jusqu'au boutiste de la Constitution, et puis plus d'incarcération. C'est très inquiétant. Et serrer la vis du système pour que ça ne se reproduise pas. Et l'islamisme dans tout ça, parce c'est un leader autoritaire, mais c'est aussi un leader qui se réclame de l'islamisme, qu'on s'est proche des frères musulmans. Est-ce qu'il pourrait être tenté, Erdogan, d'aller plus loin, peut-être dans la mise en œuvre de lois qui s'inspirent davantage de la charia, par exemple, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant en Turquie? Je pense qu'il est déjà allé assez loin sur certaines lois, mais il n'ira pas forcément plus loin. C'est plus un leader très autoritaire. Autrement, il est dans la pure tradition des frères musulmans. Il n'ira pas tellement plus loin. Ça ne va pas devenir tout d'un coup un fondamentaliste plus que ça, quoi. Oui. Et puis il y a toujours l'armée en Turquie qui reste, je pense, encore attachée à l'héritage d'Atatürk, donc il faut faire attention, on ne peut pas aller trop loin dans l'islamisme. Même si depuis le coup d'État, il en a quand même fortement remodelé aussi l'état-major. L'armée reste une puissance. Nicolas Vado, la Turquie. Alors, je commence par un dessin de Khalid Guédar, qui est un dessinateur marocain, et c'est la grande force de la caricature, je trouve. C'est aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son séant. Et il a un petit côté is no good, je trouve, comme ça. Donc ça le ridiculise, et on voit que la grandeur de la Turquie est quand même plus forte que ce petit sultan Erdogan, et c'est ça que je trouve très fort dans ce dessin, et la manière dont il est construit aussi, toute la pyramide qui s'écroule au-dessus de lui est très bien faite, je trouve, graphiquement parlant. Il y a ce dessin toujours de Job Bertram, dont j'avais montré un dessin tout à l'heure sur la Libye, c'est Little Step Back, mais
comme vous disiez tout à l'heure, il a fait un pas en arrière, mais il se rend compte que derrière, il y a quand même le vide, donc il est peut-être tenté de faire un pas plutôt en avant. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les dessins de Bertram comme ça, c'est qu'il vous montre un instant T, mais c'est à vous d'imaginer ce qui va suivre après, et ça fait travailler l'imaginaire du lecteur. Ce dessin de Michel Kishka, qui est très drôle aussi, Michel Kishka travaille en Israël, j'aime beaucoup la petite main qui sort de l'urne, à laquelle il ne s'attendait pas, et ça le rend grotesque. Mais il faut savoir que ces dessins sont faits par des gens qui n'habitent pas en Turquie. Si ils habitaient en Turquie, ils seraient directement en tôle, parce qu'on a des collègues dessinateurs qui sont en prison pour avoir osé se moquer de Erdogan. Et puis ce dessin-là que j'aime beaucoup parce que Whoever wins Istanbul wins Turkey, c'est une citation d'Erdogan qui est vraiment pris à son propre jeu parce qu'il a perdu Istanbul. Enfin, il essaie de le contester, mais il a perdu Istanbul, et donc on voit qu'il est un peu harcelé par ses votes, et c'est ça qui est intéressant. Et comme vous voyez son regard, il ne s'attendait pas du tout à se retrouver dans une sorte de prison dorée électorale. Voilà. Merci Nicolas. Et cette semaine encore, on a beaucoup parlé Brexit. Jusqu'à quand la chef du gouvernement britannique, Theresa May, souhaitera en tout cas repousser la sortie au 30 juin. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, lui propose carrément un report flexible allant jusqu'à 12 mois. Ça n'en finira donc jamais, Sarah Daniel. Oui, et c'est vrai que là, ça devient vraiment absurde. Et on a finalement l'impression que ça ne va pas se passer, surtout. J'ai l'impression que le système politique britannique est en train d'imploser complètement sur cette question-là. Les hard Brexiteurs veulent gagner du temps. Tout le monde essaye de jouer la montre, là, à peu près. Et donc, et finalement, cette Theresa May qui au départ, ne voulait pas de ce Brexit et on doit lui rendre un peu hommage, parce que c'est quand même un bon petit soldat décrié par tous, mais elle veut essayer de pousser cet accord. Et donc là, elle est en train de prendre langue avec Jeremy Corbyn, qui pourtant ne la portait pas dans son cœur. Et donc peut-être là-dessus, ils vont réussir à faire un accord, mais qui sera un accord qui videra de sa substance toute l'idée du Brexit. Oui. Donc voilà, donc, qu'est-ce qui va en rester à la fin? Moi, je pense pas grand-chose. La perspective d'une sortie ordonnée, en tout cas d'un soft Brexit, reprend encore avec ces discussions, ces négociations avec Jeremy Corbyn. Oui, il y a des possibilités, mais oui, je suis un peu sceptique, un peu comme tout le monde ici. On a vu tellement de rebondissements et on a vu ce qu'on disait un jour contredit le lendemain, donc c'est difficile à dire. C'est vrai que j'ai un peu l'impression maintenant qu'on va renvoyer tout ça à la Saint-Glinglin, de report en report, et puis on verra. Parce que on aura peut-être et au fond, probablement, il faudra que le peuple tranche. Alors, il tranchera dans ces élections législatives ou dans un nouveau référendum, je ne sais pas, mais quelque part, va falloir retourner aux urnes, parce que ça ne fonctionne pas. Ni le gouvernement, ni le Parlement ne fonctionnent. Et retourner aux urnes, pourquoi pas, après tout? Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, ce n'est pas possible de contredire le peuple. Pourquoi est-ce que nous tous, nous pouvons changer d'avis? Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et les peuples ne pourraient pas changer d'avis. Surtout que cette campagne a été menée sur des mensonges, sur des manipulations. Les reminders, ceux qui voulaient rester, n'ont pas pu faire valoir les arguments, n'ont pas pu mettre en garde contre les dangers du Brexit. Alors maintenant, on sait quels sont les mensonges et quels sont les arguments, donc qu'on revote. Et puis si on revote encore pour le Brexit, eh bien dans ce cas-là, ciao. Nicolas Vado, qui connaît bien la Grande-Bretagne, il y a une culture, on serait prêt à accepter le verdict d'un nouveau référendum s'il contredisait le précédent? Je ne sais pas, mais moi, il me fait un peu penser au professeur Tournesol de Theresa May. On lui dit non, tu n'auras rien. Et elle dit, ah quoi, le 30 juin? On fait comme si elle n'entendait pas, parce que le 30 juin, elle n'a pas précisé quelle année d'abord. Et ce que je trouve, c'est que le débat reste stérile parce qu'on reste sur Leave contre Remain. Pourquoi ne pas utiliser ce momentum, c'est-à-dire c'est le foutoir total, pour avoir une vraie alternative? Donc plutôt que ce soit Remain, ça pourrait être Move Forward, c'est-à-dire que tout à coup on déciderait, plutôt que d'être un vassal des États-Unis, eh bien la Grande-Bretagne tout à coup pourrait être un leader européen, et pourquoi pas proposer de rentrer dans l'euro, rentrer dans Schengen, diriger la défense européenne. Là on aura une vraie alternative, et je pense que c'est tellement le foutoir. Vous êtes dans un grand rêve là. Mais sortir par le haut. Il faut un peu think outside the box, on dit, parce que c'est tellement le foutoir. C'est tellement l'impasse, pourquoi ne pas penser à quelque chose comme ça? Alors, je vais vous montrer plusieurs dessins, je vais commencer par... Et puis on va demander aussi l'avis de Gauthier Levinsky. Je voulais vous interroger pour avoir votre avis, mais si vous le voulez bien, on va peut-être écouter Gauthier, et puis on regardera les dessins après, parce que ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que cette cacophonie britannique, elle semble
gagné presque par contagion Bruxelles, où dorénavant, il y a un Donald Tusk qui propose 12 mois d'extension de négociations. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, lui répond pas au-delà du 12 avril. Et puis entre les deux, il y a toutes les nuances de gris, d'une certaine manière. Oui, alors pour continuer dans la verve de Tintin, c'est vrai que c'est un petit peu comme le plastique, le sparadrap du capitaine Haddock. Et là, ça revient sur l'Europe parce que l'Europe est coincée dans cette histoire de deux choses l'une. Soit elle est intransigeante sur les délais, sur la date. Et à ce moment-là, et c'est ce que font sentir les Polonais aujourd'hui, ils disent, attendez, nos concitoyens qui sont en Grande-Bretagne, qu'advient-il d'eux? Dans le cas d'un Brexit dur, ils se retrouvent dans un statut presque d'illégalité à partir du moment où le couperet tombe. Et puis d'un autre côté... D'où la position de Donald Tusk. Je pense que Donald Tusk a... Je pense à ses compatriotes qui vivent en Grande-Bretagne. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Et de l'autre côté, si au contraire on a une forme de flexibilité, on est d'accord pour redonner du temps, eh bien le risque de ça, c'est que vous avez des gens comme Nigel Farage qui reprend du poil de la bête, qui vont systématiquement drainer les Brexiteurs dans la rue, par exemple, pour faire pression en disant, regardez, l'Europe est en train de nous voler notre Brexit alors qu'on l'avait voté. Donc c'est vrai que pour l'Europe, il y a là une position inconfortable. Et que, à moins que tacitement tout le monde se mette d'accord, comme disait Alain de Chalvron, pour dire, eh bien, on verra ça à la Saint-Glinglin, voilà, c'est compliqué pour Bruxelles et pour ceux qui sont, y compris même la France, qui, elle, veut trancher de manière impérative. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la Pologne, moi j'ai regardé aujourd'hui les chiffres des Européens qui vivent dans l'Union européenne, mais pas dans leur pays. Ce sont les Polonais qui sont le plus dans les autres pays d'Europe. Il y a 4 millions de Polonais qui vivent dans l'Europe des 27. Il y a 1,3 million de Britanniques qui vivent en Europe continentale, et ça c'est important aussi. Mais moi je crois que l'Union européenne ne va pas bouger, parce qu'elle sait très bien que si elle se délite par rapport au Brexit, c'est toute l'Europe qui explose. Donc elle ne va pas bouger. Et c'est ça que les Britanniques sont en train de comprendre. C'est pour ça que je pense qu'on va en effet vers un deuxième référendum. Alors il y a quelque chose qu'il faut quand même mentionner, c'est que s'il y a report, un peu long, il y aura des élections européennes en Grande-Bretagne. Donc ça nous donnera peut-être une idée du rapport des forces, oui. Mais même les tenants du hard Brexit, je pense, maintenant, peut-être ont l'espoir que ça soit aussi repoussé, parce qu'ils pensent qu'avec la montée des populismes en Europe, ça conforterait... Le temps joue pour eux. Le temps joue pour eux. Donc tout le monde a intérêt finalement à repousser les échéances de ce Brexit maudit. Nicolas Vado. Alors, je vais faire un peu d'histoire du dessin de presse. Je vais vous montrer un dessin publié le 13 février 1898 dans Le Figaro, qui est un dessin très connu, je pense. Un dessin de Carandache, qui avant d'être une marque de crayon de couleur, était un très grand dessinateur. C'était au moment de l'affaire Dreyfus. Il y avait au-dessus « Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus » et en dessous « Ils en ont parlé ». C'est un dessin très très connu. C'est exactement ce qui se passe avec le Brexit en Grande-Bretagne, parce qu'on a une génération entière qui est quasiment foutue à cause de ça, parce que ils ne peuvent pas s'entendre sur le Brexit. Alors j'ai plein de dessins évidemment sur le sujet. Ce dessin de Chapat, pour montrer que ça tourne, et la pauvre Theresa May, elle regarde le plan, mais elle ne sait toujours pas où elle va. Dessin de Charmac que je trouve très drôle, un dessinateur français. On pourrait peut-être utiliser les propositions de Theresa May pour reboucher le tunnel sous la Manche. C'est une manière de voir les choses de manière, on va dire, légère, ce qui nous manque un peu parfois avec le Brexit. Un dessin de Hall, dessinateur américain, qui montre tout l'éclatement du Royaume-Uni, et c'est bien perçu par tous les dessinateurs dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ce dessin que j'adore, qui est un dessin de Pismetrovic, qui est un Autrichien, il a pris le drapeau britannique pour montrer que c'est un cul-de-sac et on ne sait pas où il va, ils ne savent pas comment en sortir. Un dessin toujours de Bertrams avec les rats qui ne quittent pas encore le navire et on voit qui est au milieu du navire. J'aime beaucoup, elle est quand même mal barrée, la pauvre Theresa May. Ça, c'est un dessin que j'ai fait cette semaine. Personne n'avait fait la vanne avec Mayday encore, donc je pensais que les autres l'auraient fait. Je l'ai fait. Et vous voyez, je dessine toujours un bébé avec le Brexit. Elle a toujours un bébé sur les bras dont elle ne sait pas quoi faire, dont elle a hérité alors que ce n'est pas le sien. Et je mets toujours dans tous les dessins avec Theresa May. Et vous voyez qu'ils disent tout le monde a bien fermé ses fenêtres parce qu'ils se préparent quand même au hard Brexit. Et je termine par un dessin génial, tout simple. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, dessinateurs de presse, arriver à dire le plus avec le moins. C'est un dessin de lecteur. Et regardez ça. Ça se passe de comment? À l'infini. C'est dans une semaine, théoriquement, le 12, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que ça n'adviendra pas, en tout cas pas comme on l'imaginait.
Carlos Ghosn lui a été arrêté cette semaine après de nouveaux soupçons de malversation financière. Il a pu s'exprimer brièvement juste avant. Il a donné un entretien à nos confrères de TF1 LCI par Skype où il a bien livré à la fois ses émotions, sa réaction, son désaccord évidemment avec la procédure, et puis il en appelle à la France. Il comptait donner une conférence de presse le 11 avril. Alors est-ce une coïncidence, Alain de Chalvon? Toujours est-il que voilà, cette arrestation elle arrive quand même au mauvais moment, même si c'est jamais le bon moment. Oui, c'est difficile de savoir avec les Japonais, mais est-ce qu'ils savaient qu'il y aurait une conférence de presse? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait cette interview à TF1? Bon, la conférence de presse, je pense qu'ils devaient être au courant et ça a pu effectivement précipiter les choses. Mais précipiter seulement. Je pense que dans le système japonais, on n'a pas admis que Ghosn soit libéré et donc on a pris le premier prétexte venu pour le remettre en prison parce que c'est ça le système japonais. On va garder le type en prison jusqu'à ce que finalement il finisse par signer, par avouer quelque chose. C'est pas dans le caractère de Ghosn. Cela dit, je suis quand même étonné de tout ce qu'on découvre sur Ghosn. Alors c'est vrai ou c'est faux, pour le moment, bon, il est supposé innocent. Enfin, c'est quand même effrayant que ce personnage qui est un grand patron, c'est vrai qu'il a fait gagner des milliards à la fois à Renault, Nissan et Mitsubishi. C'est un grand patron qui gagnait beaucoup d'argent et qui trouvait nécessaire de voler à l'entreprise 50 000 € pour son anniversaire. C'est nul, quoi. Vraiment un personnage de cette importance-là et de cette qualité, comment a-t-il pu se livrer à une telle avarice ? D'après ce qu'on a vu, moi je ne suis pas une spécialiste de la question, mais c'est plus que 50 000 €. Et puis 50 000, c'était pour l'apéritif. Non, c'était pour l'anniversaire. Non, sinon il a volé beaucoup plus. Une histoire de lustre à 60 ou 65 000 €. Mais moi j'ai entendu une explication qui psychologiquement j'ai trouvé intéressante, c'est-à-dire que en fait les choses auraient tourné pour lui. Il aurait eu une sorte de folie des grandeurs qu'on peut dater, c'est-à-dire elle daterait du moment où Obama lui a proposé de prendre la direction de General Motors. Oui. Et alors avec la clé à un salaire mirobolant qui était, bon là je crois qu'il gagnait de 8 à 15 millions par an si on compte aussi la rémunération japonaise. General Motors à l'époque à genoux est sauvé par l'État fédéral américain. Voilà, et là il aurait eu encore 3 fois plus d'argent et quelque part dans sa tête il a fait une péréquation entre, il a renoncé, il se trouvait assez admirable d'avoir renoncé pour rester dans sa maison de Renault, par fidélité, etc. Et donc il a fait une péréquation en disant voilà en fait j'aurais pu avoir ça, et quelque part il se disait c'est pas si grave si je prends un peu dans la caisse ou si je trouve quelques accommodements parce que c'est ça que je vaux et c'est ça qu'on m'aurait donné. Je trouvais ça intéressant. Oui, c'est une assez bonne explication psychologique du personnage. Et si, alors encore une fois, ce sont des éléments qui restent à vérifier parce que pour l'instant c'est uniquement la procédure, c'est une instruction. Carlos Ghosn évidemment n'a pas encore été jugé, il est simplement inculpé, mais si finalement ce cas était assez emblématique de ces structures devenues tellement complexes, multinationales, avec finalement des bureaux un peu partout. Là en plus on est dans une alliance entre une entreprise française, une entreprise japonaise, et on l'apprend à un PDG domicilié fiscalement aux Pays-Bas. C'est pas un signe des temps, un peu, Gauthier Rybinski, des entreprises presque devenues hors sol finalement à force de rayonner sur le monde. Oui, et dont les déboires du chef justement sont une nourriture, un terreau pour les national-populismes. Enfin, c'est assez classique, mais alors, on a évidemment souligné tout ce qu'il y avait de grandiloquent et d'infantile dans cette personnalité. Si les choses sont avérées, il y a quand même, j'irai plus loin que vous, c'est nul et c'est gamin, c'est bon. Puéril. Mais moi, ce qui me frappe, c'est de voir justement par rapport à tout ce qui peut être critique des élites, et je suis surpris de voir qu'il y a eu relativement peu de voix qui sont allées dans ce sens pour clouer au pilori, on va dire, pour parler vite, le grand capitalisme mondialisé et dire, regardez les turpitudes de cet individu. Vous voyez par exemple les Gilets jaunes qui n'ont absolument rien dit alors que c'était concomitant avec le développement. Notamment sur l'histoire de la retraite chapeau. Il faut dire qu'il y a eu en 24 heures, Renault a quand même fermé le débat en disant non à la retraite chapeau. Donc comme ça a évité d'avoir un psychodrame national. Mais globalement, la déchéance de Carlos Ghosn était quelque chose on en parle encore. Donc, et au contraire, même Laurent Wauquiez soutenait les Gilets jaunes, il trouvait ça scandaleux. Voilà. Carlos Ghosn aille en tôle, c'était quand même... Voilà, c'est ça. Alors ça prouve a posteriori que finalement, pour les Gilets jaunes, le patron est inattaquable. Non, ça prouve pas ça. Ça prouve que justement, psychologiquement, encore une fois, ça prouve que quand les sommes deviennent aussi délirantes, on peut même plus... On perd le sens. Voilà, c'est ça. Oui, puis il y a quand même une affaire franco-japonaise là-dedans.
Carlos Ghosn est tombé dans un piège. C'est-à-dire que pendant des années, Nissan a engrangé les éléments qui pourraient un jour servir contre le patron. Quand il a voulu unifier les deux sociétés, n'en faire qu'une, eh bien, on a sorti tout ce qu'on avait dans ces cartons, quoi. Voilà. Nicolas? Alors j'ai 3 petits dessins, un que j'aime beaucoup qui est plein d'ironie, toujours de Khalid Guédar. On voit Carlos Ghosn qui est emmené en prison, mais dans une Nissan. Je trouve ça, l'ironie est très forte, je trouve ça très amusant. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai en plus. Ce dessin de Soulcier, signateur français, le seppuku pourra-t-il laver l'honneur de Carlos Ghosn? Oups. Et on voit tout ce qui sort de là. Et puis ça, c'est un dessin que j'ai fait moi il y a quelques mois j'ai fait un rapport entre Dominique Strauss-Kahn et Carlos Ghosn évidemment, et je trouve ça très intéressant l'analyse que vous faites sur la psychologie, parce que pour moi c'est la même chose. Dans l'affaire il n'y a pas l'aspect sexuel évidemment, mais l'affaire de DSK, c'est quelqu'un qui se croit tellement important, tellement au-dessus, qu'il en a oublié qu'il est aussi un être humain et qui n'est pas au-dessus des lois. Et j'ai l'impression que Carlos Ghosn, c'est la même chose, avec évidemment la couche sexuelle en moins. Mais c'est le pouvoir qui fait tourner la tête. Et nous, en tant que dessinateurs de presse, c'est ça qu'on adore analyser. On essaie de pas de voir comment les gens sont au pouvoir, mais pourquoi ils y sont, pourquoi ils ont tellement besoin d'être au pouvoir. Et plus dur est la chute, et ça me frappe aussi dans l'affaire de Carlos Ghosn, c'est en quelques jours, il est passé de tout à rien, exactement comme Dominique Strauss-Kahn en 2011. Et le chat, là, c'est quoi? Le chat est toujours dans mes petits dessins. Il est dans tous mes dessins, il est là depuis toujours. Voilà. Carlos Ghosn qui en appelle à la France. Là encore, on a appris qu'il n'était pas résident fiscal français, contrairement à ce qu'on pensait. Il a le droit, dans la mesure où voilà, il n'est pas dans l'illégalité, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation. Ça vous inspire quoi? La France ne montre plus vraiment de signes, hein. Au départ, évidemment, il s'agissait de sauver le soldat Ghosn, et puis quand on a sécurisé la gouvernance de l'entreprise, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne prend plus la défense véritablement de Carlos Ghosn. Oui, on l'a lâché. C'est pas un enjeu national, disons. Oui, c'est tout à fait clair qu'on l'a lâché. Au début, on pensait peut-être qu'on pouvait sauver le soldat Ghosn parce que il était quand même un grand patron et que même les Japonais se rendraient compte que finalement, on a intérêt à le conserver. On a vite trouvé que c'était mission impossible. En plus, on a trouvé quand même des choses en France aussi contre lui, donc voilà. Oui, apparemment, ils ont fait le service minimum, c'est-à-dire une aide consulaire, je crois, qu'a proposé le maire. C'est donc qu'il y a eu des dossiers qui sont arrivés et qui ont montré peut-être des choses un peu compromettantes. Et ce qui est d'amusant aussi, c'est de voir son successeur maintenant, qui est un homme. Ça doit être terrible de prendre la succession de Ghosn. Il n'a plus le droit d'avoir son avion. Il prend l'avion de ligne. Il gagne pratiquement une misère pour un PDG. C'est terrible. C'est là qu'on verra l'intérêt réel qu'il porte à l'entreprise. C'est dans ces conditions qu'on peut juger. C'est vrai. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir participé à Une Semaine dans le Monde, à Sarah Daniel, Alain de Chalvron, Gauthier Rybinski et Nicolas Vado. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.